lumière ou la charge de l'électron, un certain nombre de choses comme ça. Alors il y en a un, Kelvin, avec qui on est particulièrement injuste, parce qu'on lit dans certains livres que Kelvin avait dit « tout est compris à part 2 petits nuages ». Alors il ne faut jamais croire les exégètes, il faut aller regarder les textes originaux. Quand on lit Kelvin, j'ai l'article, j'ai des amis en Écosse qui sont allés chercher l'article de Kelvin, etc. Kelvin dit « on a compris beaucoup de choses et la physique moderne est un magnifique paysage, mais dans le ciel bleu, il y a 2 gros nuages noirs. 2 gros nuages noirs. Et je crois que pour se débarrasser de ces nuages, il va falloir vraiment des révisions radicales de nos notions. » Alors, excusez-moi du peu, les 2 nuages que Kelvin avait prévus, l'un était le résultat négatif de l'expérience de Michelson, et pour venir à bout de ce nuage, il a fallu rien moins qu'inventer la relativité, Einstein 1905. Quant au deuxième nuage, c'est un point un peu plus technique, mais c'est une histoire de capacité calorifique auquel il manque un certain degré de liberté, etc. Et pour se débarrasser de ce second nuage, il faut inventer quoi? La mécanique quantique. Encore une fois, Einstein qui a donné l'élucidation de cette anomalie dans les capacités calorifiques de certains. Donc, si vous lisez un jour dans un livre que Kelvin était un vieux physicien qui n'avait pas vu venir la physique moderne, dites « c'est pas vrai, Alain Aspect nous a dit le contraire » et d'ailleurs, je peux vous donner les références à son article. Voilà. Donc, on est à la fin du XIXe siècle, on a tout compris, presque tout. On sait que la lumière est une onde, on connaît la nature de cette onde, c'est une onde électromagnétique. On a une magnifique théorie qui est la théorie de Fresnel. Que demander de plus? Eh bien, le jeune homme qui est là, en 1905, dit que, en fait, il y a un certain nombre d'éléments, et en particulier l'effet photoélectrique, que je ne vais pas vous décrire, mais un certain nombre d'éléments qui le conduisent à décrire la lumière comme formée d'un ensemble de corpuscules. Corpuscules qui ont une énergie et corpuscules qui ont une quantité de mouvement. Quantité de mouvement, c'est ce qui exerce un recul. Si vous recevez une balle, ça vous fait reculer. Une balle, je veux dire, on vous lance un ballon un peu lourd, ça vous fait reculer. C'est ça, la quantité de mouvement. Le photon est capable, la lumière est capable de repousser les objets, et c'est la quantité de mouvement. Et Einstein fait, à partir de cette description, il fait un certain nombre de prédictions sur l'effet photoélectrique. Alors encore une fois, ma conférence serait trop longue et on a un concert après, donc il ne faut pas que je sois trop long. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pratiquement aucun des physiciens de l'époque n'accepte ces idées, et en particulier, surtout pas, sur l'effet photoélectrique. Et ça, on en a la preuve parce que en 1911, Einstein a déjà publié tellement de choses extraordinaires qu'il va être élu à l'Académie des sciences de Prusse, je crois, quelque chose comme ça, Prusse, oui. Et on a les rapports, parce que quand on est élu dans les académies, il y a des rapports, et ensuite ces rapports restent dans les archives. Et alors le rapport dit, de temps en temps, Einstein rate vraiment sa cible, par exemple avec son histoire d'effets photoélectriques et tout ça. Mais, donc il se trompe de temps en temps. Mais en revanche, il a déjà fait tellement de bonnes choses que je vous propose, c'est le rapporteur qui a, je vous propose de les lire quand même. Donc ils élisent Einstein en 1911 en pensant que ces histoires de photons et d'effets photoélectriques, c'est n'importe quoi. Millikan, très grand physicien expérimentateur américain qu'on voit ici plus tard. Hein. Je n'ai pas trouvé de photo de Millikan jeune. Millikan se lance dans une série d'expériences sur l'effet photoélectrique pour, dit-il, dans ses mémoires, Millikan, prouver qu'Einstein a tort. Explicitement, il est comme tout le monde convaincu que c'est n'importe quoi, la théorie d'Einstein, et donc il se lance dans une série d'expériences pour montrer qu'Einstein a tort. Mais c'est un excellent expérimentateur, Millikan, et à la fin, il trouve que Einstein a raison. Et donc, à partir des expériences de Millikan, en 1915-1916, on va commencer à croire aux histoires de corpuscules d'Einstein. Et, croyez-le ou pas, le prix Nobel est donné à Einstein essentiellement pour sa loi de l'effet photoélectrique, et pas du tout pour la relativité, sans doute à cause du conservatisme du jury Nobel, mais c'est une autre histoire.
Donc à partir de 1920, on a toutes les raisons de penser que, effectivement, comme Einstein l'a dit, la lumière est faite de particules. Oui, mais à ce moment-là, on ne peut pas oublier Young et Fresnel, qui ont fait des expériences, je vais vous en montrer une expérience d'interférence, de diffraction, qu'on ne peut comprendre qu'en admettant que la lumière, en fait, c'est une onde. Alors, Young et Fresnel nous prouvent que la lumière est une onde, Einstein et les expériences de Millikan nous prouvent que c'est une particule, d'où la question, comment réconcilier la description en termes de particules avec un comportement typique ondulatoire tel que la diffraction, l'interférence, la polarisation. Donc, particules ou ondes, voilà où on en est. Alors, ne vous effrayez pas pour les équations. Alors j'aime bien dire, et ça tombe bien puisqu'on a un concert tout à l'heure, quand je mets des équations comme ça sur un transparent, vous avez d'abord certains qui savent lire les équations, c'est très bien. C'est comme quand vous allez au concert, il y a des gens qui arrivent avec la partition, ils savent lire la musique. Mais vous en avez d'autres qui ne savent pas lire la musique. Donc ceux qui ne savent pas lire les équations, c'est pas grave, vous m'écoutez, je ne vais pas chanter, mais je vous dis avec des mots ce qu'il y a dans ces équations. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette équation, qui est un calcul qu'Einstein publie à l'occasion de la conférence de Salzbourg en 1911 ? Il y a le fait que quand on calcule les fluctuations de ce qu'on appelle le rayonnement thermique, eh bien Einstein s'aperçoit, par un raisonnement dont Einstein a le secret, Einstein s'aperçoit qu'il y a deux termes là-dedans. Il y a un terme qui décrit les fluctuations que l'on a si on admet que la lumière est formée d'un faisceau de particules. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous entendez tomber la pluie sur un toit en tôle ondulée, ou des grains de sable qui tombent sur une plaque de métal. Vous entendez tac, 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 tac. Donc il y a un caractère fluctuant, même si en moyenne la quantité de grains qui tombent par minute est à peu près la même, il y a des fluctuations. Donc ça, c'est le terme qu'on a, ce terme-ci, c'est le terme qu'on aurait si la lumière était faite de grains. Et puis il y a un deuxième terme. Et le deuxième terme, c'est un terme qu'on aurait si la lumière était faite d'ondes. Je ne rentre pas dans les détails, mais des ondes mutuellement incohérentes avec des fluctuations entre elles. Ça, c'est pour ceux qui savent lire l'équation. Et donc ça, c'est le terme d'onde. Et Einstein dit, regardez, comme vous avez les deux termes là-dedans, ça veut bien dire que la lumière est à la fois, en même temps, une onde et une particule. 14 ans plus tard, Louis de Broglie fera une hypothèse analogue, mais je dirais dans une situation réciproque. Louis de Broglie s'intéressant à des particules, on sait que l'électron est une particule, on sait que le proton est une particule, s'intéressant à des particules, Louis de Broglie, pour un certain nombre d'arguments théoriques, émet l'hypothèse que ce que nous croyons être une particule est également une onde, et la mécanique ondulatoire est née avec Louis de Broglie. Mais j'insiste sur le fait que dès 1909, Einstein avait eu l'idée de la dualité onde-particule à propos de la lumière. Et donc, on peut penser qu'à ce stade-là, eh bien, la question que j'ai posée tout à l'heure, est-ce que c'est des ondes ou est-ce que c'est des particules? On a la réponse. C'est les deux. Alors, les deux, moi, je veux bien. Mais je suis un esprit naïf. Alors, je veux bien qu'on me dise dualité onde-particules. On pourrait même tous ensemble scander, chanter dualité onde-particules, se prosterner. Essayez donc de vous représenter par des images quelque chose qui est à la fois une onde et une particule. Vous allez voir que ce n'est pas facile, et c'est ça que je vais vous montrer en vous parlant de véritables expériences. Alors, la dualité onde-particules pose des vrais problèmes conceptuels. On sait, il y a des problèmes conceptuels pour interpréter la mécanique quantique. Mais avant de se rendre compte qu'il y a des problèmes conceptuels, il faut quand même, pour éviter toute dérive, que je vous dise que la physique quantique est de loin la théorie la plus fructueuse de toute l'histoire de l'humanité, la théorie physique la plus fructueuse de toute l'histoire de l'humanité. Il faut savoir que la physique quantique a permis de comprendre la structure de la matière. Un seul point, peu de gens le savent. Mais au début du XXe siècle, les physiciens le savaient.
à partir du moment où vous savez que la matière est formée de charges positives et négatives, et que vous savez que les charges positives et négatives s'attirent, comment ça fait-il que la matière ne s'effondre pas sur elle-même? Aucune théorie classique n'est capable de vous expliquer pourquoi la matière ne s'effondre pas sur elle-même. La matière ne s'effondre pas sur elle-même précisément parce que vous êtes obligé de décrire ces particules aussi avec une onde, et qu'une onde, on ne peut pas la comprimer infiniment. Ou pour la comprimer infiniment, il faudrait une énergie énorme dont on ne dispose pas. Donc le fait que les particules soient aussi des ondes, c'est ce qui empêche un électron et un proton qui s'attirent d'arriver à des distances infiniment courtes, à s'effondrer l'un sur elles-mêmes. Donc ce n'est pas une petite chose. Alors plus généralement, la mécanique quantique permet de comprendre la liaison chimique dans la solidité des corps, comme celui-là. Ça permet de comprendre la façon dont le courant est conduit à travers les métaux, à travers les semi-conducteurs. Ça permet de comprendre comment la lumière est émise ou absorbée. Et avec toute cette compréhension, eh bien, dans les années 1950, des physiciens qui avaient beaucoup travaillé sur cette compréhension quantique des phénomènes vont inventer des petits trucs qui s'appellent le transistor, le laser, les circuits intégrés, qui ont révolutionné notre société. Sans transistor, laser, circuits intégrés, il n'y a pas de société de l'information et de la communication. Il n'y a pas de communication par fibre optique, il n'y a pas d'ordinateur. Il faut savoir que les gens qui inventent le transistor, le laser, les circuits intégrés, ce n'est pas des bricoleurs dans un garage en Californie ou ailleurs. Ce sont les plus grands physiciens de l'époque qui ont des prix Nobel parce qu'ils ont réussi à comprendre dans le modèle quantique comment le courant est conduit dans les solides. Donc voilà, la mécanique quantique, certes elle a des problèmes conceptuels, on a du mal à la comprendre, mais en revanche, une efficacité extraordinaire. Alors, cette efficacité de la mécanique quantique, elle est connue, on va dire, dans toute la première moitié du XXe siècle, ça culmine dans les années 50 avec l'invention de ces petits trucs-là. Mais au décours des années 1960-1970, et dans le cadre de ces réflexions conceptuelles sur la mécanique quantique, un certain nombre de gens, je vais en faire partie parce que je vais commencer à travailler là-dessus dans les années 1970, réalisent que dans toutes ces applications de la mécanique quantique, on a toujours de très grands ensembles d'objets quantiques. Dans un faisceau laser, même ce tout petit laser-là, vous avez des milliards de photons. Quand vous avez un transistor, vous croyez que le courant n'est pas fort, mais vous avez des milliards d'électrons. Et donc, ça permet à un certain nombre de gens de ne pas être mal à l'aise avec le fait que la mécanique quantique fait des prévisions probabilistes. Ce que je veux dire par là, c'est que en mécanique quantique, vous dire, voilà, si je place des électrons dans telle situation, eh bien, vous en avez 40% qui vont faire ça, 20% qui vont faire ça, et peut-être 40 autres % qui vont faire autre chose. Alors ça troublait beaucoup Einstein, qui n'aimait pas du tout, il avait dit Dieu ne joue pas au dé, etc. Mais après tout, on pouvait se dire, si la mécanique quantique ne sert qu'à décrire un grand nombre d'objets quantiques, le fait qu'elle fasse des prévisions probabilistes, ma foi, peut-être que c'est inhérent à sa nature. Seulement, à partir des années 1970, les physiciens expérimentateurs vont commencer à devenir capables d'isoler, d'observer des objets quantiques individuels. Par exemple, Hans Dehmelt va être capable de piéger un seul électron et de l'observer, de faire des mesures, de le manipuler. On va apprendre à manipuler un atome unique et nous, vous allez voir, on a été capable d'émettre des photons uniques, par exemple, ou des paires de photons bien séparés les unes des autres. Et donc, on va se poser la question, cette mécanique quantique qui est si fructueuse, est-ce qu'elle marche aussi pour une particule unique, pour une particule quantique unique? Et voilà la question à laquelle je vais m'intéresser maintenant. Et je vais vous parler d'expériences, d'optique, avec des photons uniques, avec des photons isolés. Alors, quand on lit des cours de mécanique quantique, par exemple le célèbre cours de Richard Feynman, ces cours commencent par vous présenter une expérience. On vous dit, voilà, on prend les trous de Young, le fameux Young, le contemporain de Fresnel. Donc on a deux trous ici, et puis on envoie des particules vers ces deux trous, et ces particules, on contrôle
du mieux qu'on peut leurs caractéristiques, et donc c'est tellement bien contrôlé qu'on va pouvoir leur appliquer des concepts quantiques. Et qu'est-ce qu'on fait derrière? On a un détecteur. Et on promène ce détecteur, et on constate, donc on envoie les particules les unes après les autres, et puis on promène ce détecteur, et on s'aperçoit qu'il y a des endroits où le détecteur observe beaucoup de particules, et puis des endroits où il n'en observe aucune, beaucoup, aucune. Et on trace donc la probabilité de détection par unité de temps, disons. Il y a des endroits où il en observe beaucoup, 0, beaucoup, 0, beaucoup, 0. Donc ici, on a une modulation. Alors, si maintenant on bouche l'un des deux trous, que ce soit celui-là ou que ce soit l'autre, on s'aperçoit que là, il n'y a plus aucune modulation. C'est donc que cette modulation provient du fait que les deux trous étaient ouverts à la fois. C'est donc qu'il y a quelque chose qui est passé par les deux trous à la fois. Et là, les physiciens ont un seul modèle pour les deux trous à la fois. C'est un modèle dans lequel on a l'onde qui passe par les deux trous à la fois, et puis c'est ça qui va donner le phénomène d'interférence. Alors pour ceux qui n'ont jamais vu ça en physique, je vous donne une explication rapide. Imaginons que je regarde dans un point ici, qui est situé de façon symétrique par rapport aux deux trous et par rapport à la source. Ça veut donc dire que ici, j'ai une onde qui est passée par le trou du haut, et puis une onde qui est passée par le trou du bas, et comme les chemins sont égaux, les deux ondelettes qui arrivent ici sont en phase. Alors en phase, ça veut dire qu'elles vibrent ensemble, dont la vibration résultante est 2 fois plus grande, donc on a renforcement de l'effet. C'est ce qu'on appelle une interférence constructive. Mais si maintenant je me mets à un endroit tel que la différence de chemin entre le chemin du haut et le chemin du bas vaut une demi-longueur d'onde, à ce moment-là, les deux ondes arrivent en opposition de phase. Alors je vais essayer de le faire, c'est-à-dire quand il y en a une qui fait ça, l'autre fait ça. Donc ça fait ça. D'accord ? Ce qui veut dire qu'à chaque instant, vous avez quelque chose de positif et quelque chose de négatif et d'égal, dont la somme vaut 0. Donc il y a des endroits où ça se compense et ça fait 0. Et donc c'est le modèle qu'on a pour comprendre qu'il y a des endroits où c'est brillant et des endroits où c'est sombre, des endroits où on en détecte beaucoup et des endroits où on n'en détecte pas du tout. Donc comprendre les franges brillantes et sombres exige le modèle, excusez-moi, le modèle ondulatoire de Young et de Fresnel. Et c'est pourquoi Young et Fresnel avaient conclu qu'il fallait des ondes. Je crois qu'on va me chercher un verre d'eau, c'est gentil. Alors, cette expérience est dans tous les livres de physique, et on s'est posé la question, en 1985, je me suis posé la question, est-ce que cette expérience a déjà été observée? Et la réponse, eh bien, en fait, était non. Et donc, on s'est mis en devoir avec mon thésard Philippe, c'est vraiment gentil, on s'est mis en devoir avec mon thésard Philippe Grangier de réaliser une expérience dans laquelle on enverrait des particules une par une, et comme nous étions des opticiens, nous avons choisi de faire ça avec des photons. Merci. Et donc, pour faire cette expérience, il a fallu fabriquer une source spécifique pour émettre les photons un par un. Et donc, vous voyez, c'est une expérience assez compliquée. En fait, c'est une expérience qui avait été développée pour autre chose, le test des inégalités de Bell. Certains d'entre vous en ont entendu parler. Mais cette source était là. Nous avons pensé qu'elle pouvait nous permettre d'émettre des photons un par un. Mais vous voyez que c'est extrêmement compliqué. Vous avez une enceinte à vide avec des atomes, 3 lasers qui coincent les atomes. Bon, très compliqué. Mais la question que je voudrais vous montrer, vous présenter et vous montrer comment nous y avons répondu, c'est comment avons-nous pu prouver que nous émettions un seul photon à la fois? Et là, vous allez voir que vous pouvez comprendre, parce que finalement, le concept est extraordinairement simple, comme toujours, une fois qu'on y a pensé. Donc, nous nous sommes dit, voilà, imaginons que nous voulons prouver que nous avons des photons uniques, eh bien, il y aurait une expérience qui consiste à mettre un détecteur derrière le premier trou, mettre un détecteur derrière le deuxième trou, et puis mettre ici un circuit électronique qui s'appelle un circuit à coïncidence. Ce circuit électronique est capable de nous dire qu'on a détection simultanée ici ou là. Et nous nous disons que
si on a une seule particule à la fois. Et si les mots ont un sens, et puis au-delà des mots qui ont un sens, on a du formalisme mathématique derrière. Mais si les mots ont un sens, si j'ai une particule et une seule, elle va passer soit par un trou, soit par l'autre. Pas des deux côtés à la fois. Donc la probabilité d'avoir une coïncidence est nulle. Si en revanche, j'ai une onde, alors il y a un bout d'onde qui passe d'un côté, un bout d'onde qui passe de l'autre, et la probabilité de détection en coïncidence sera différente de 0. Et donc, la question est, est-ce que j'ai une probabilité de coïncidence différente de 0 ou égale à 0 ? Cette question est une question qui a hanté les physiciens, un certain nombre d'entre eux, en tout cas depuis le début du XXe siècle. Et il y avait des tas de gens qui avaient fait des expériences en disant « Je prends une source de lumière, je l'atténue, et je l'atténue tellement que si je fais un calcul de la distance moyenne entre deux photons, je trouve 1 mètre ou 10 mètres ou 100 mètres. Et je fais l'expérience, j'observe quand même des interférences, ça prouve bien qu'un seul photon interfère avec lui-même. » Mais quand on analyse bien ces expériences, on se rend compte que si on avait soumis toutes ces expériences à ce test-là, eh bien on aurait trouvé une probabilité de coïncidence différente de 0, c'est-à-dire que ces expériences ne pouvaient en rien s'interpréter en termes de photons uniques, mais qu'il fallait les interpréter en termes d'ondes. Je vais y revenir. Et donc, on s'est dit, on va faire cette expérience, et l'absence de coïncidence, ce sera l'indice, la preuve, smoking gun pour les Anglais, qu'on a vraiment bien des photons émis un par un. Alors en fait, l'expérience, on l'a faite non pas avec des trous Young, c'était extrêmement astucieux, c'était au début du 19e siècle, mais on avait fait quelques progrès expérimentaux. Et donc en fait, on a fait cette expérience avec une lame semi-réfléchissante. Alors une lame semi-réfléchissante, c'est pas autre chose finalement qu'un morceau de verre, plus ou moins sophistiqué parce qu'on a rajouté des couches dessus. Une lame semi-réfléchissante, en fait tout le monde sait ce que c'est. Si j'envoie un faisceau sur un bout de verre, eh bien vous voyez qu'il y a une partie du faisceau qui est transmise et une partie du faisceau qui est réfléchie. Donc, lame semi-réfléchissante, c'est ça. Donc, la lame semi-réfléchissante est telle que si j'envoie un faisceau de lumière, une partie du faisceau est transmise et une partie du faisceau est réfléchie. Mais si maintenant je pense en termes de photons, en termes de photons uniques, un photon unique, vous ne le coupez pas en deux. Vous ne dites pas il y a une partie du photon qui est transmis et une partie du photon qui est réfléchi. Et donc, vous arrivez à la conclusion que vous pouvez faire une expérience du même type que celle à laquelle on pensait avec les trous de Young, sauf qu'il y a des tas de bonnes raisons techniques pour la faire comme ça. Donc, si on a un photon et un seul, qu'on envoie sur la lame semi-réfléchissante, soit il va être détecté ici, soit il va être détecté là, mais de nouveau, on aura une probabilité de détection en coïncidence égale à 0. Si c'est une onde, au contraire, eh bien, comme vous l'avez vu avec mon faisceau laser, l'onde est coupée en deux, et donc vous avez une probabilité de détection conjointe. Alors, à ce stade-là, ça a l'air simple. Mais il y a un petit problème. Dans une vraie expérience, comment distinguer 0 de non-zéro ? Alors, dans ce lieu qui est le temple des mathématiques, je vais quand même me permettre de me moquer un tout petit peu des mathématiciens, mais à peine, parce qu'on a besoin vraiment des mathématiciens. Pour un mathématicien, la différence entre 0 et pas 0, elle est évidente. Ils ont plein de définitions, ils savent faire la différence entre quelque chose qui est nul et n'importe quoi qui n'est pas nul. Sauf que pour un physicien, quand on fait une mesure, il y a des histoires de bruit de fond, d'incertitude et de choses comme ça. Donc, comment distinguer 0 d'un résultat qui serait tout petit, par exemple, hein ? Donc, ça, c'est une question qu'on s'est posée. Et la résolution de cette question, la réponse à cette question, nous a été donnée par les mathématiciens. Avec une célèbre formule qu'on apprend au lycée, en tout cas quand moi j'étais au lycée, aujourd'hui je ne sais pas, mais quand on était au lycée on apprenait ça, c'est une formule qui s'appelle une inégalité de Cauchy-Schwarz. Alors, que va nous dire cette inégalité ? Je vais vous lire les formules. Cette formule nous dit que la probabilité, c'est que, alors, j'admets que la lumière est faite d'une onde. À quoi je m'attends si c'est une onde ? La probabilité de détecter ici
est proportionnelle à l'intensité et à un coefficient de réflexion qui caractérise ma lame. La probabilité de détecter ici est proportionnelle à l'intensité et à un coefficient de transmission ici. Puis il y a des rendements de détecteurs, ça c'est la cuisine. Bon. La probabilité de détecter en coïncidence est proportionnelle au produit de l'intensité ici et de l'intensité là multiplié par le coefficient de réflexion, le coefficient de transmission. Voilà. Et puis, je compare donc ces choses-là et je m'aperçois que si je fais le rapport des deux, j'ai presque un. Seulement, j'ai mis des barres là-dessus. Ces barres, c'est pour dire qu'en fait, je vais répéter l'expérience un grand nombre de fois et que je vais être obligé de prendre des moyennes. Et il y a une propriété bien connue qui est que la moyenne du carré n'est pas égale au carré de la moyenne, sauf dans des cas particuliers. Et c'est là que le théorème de Cauchy-Schwarz va nous aider. Parce que le théorème de Cauchy-Schwarz, il dit que la valeur moyenne du carré est supérieure ou égale au carré de la moyenne. Accrochez-vous, il n'y en a pas pour longtemps. Ce qui fait que si je fais le rapport de cette quantité par ce produit, eh bien le fait que la moyenne du carré soit supérieure ou égale au carré de la moyenne me dit que la probabilité de coïncidence doit être supérieure ou égale au produit des probabilités simples. Or, tous ces nombres sont des nombres que je peux mesurer. Et que me dit ce raisonnement? Ce raisonnement me dit que si je peux décrire ce qui se passe ici comme une onde, alors c'est plus une question de distinguer entre 0 et pas 0, mais c'est une question de savoir si la probabilité de coïncidence est supérieure à un certain seuil ou pas supérieure à ce seuil-là. Si c'est inférieur à ce seuil, ça ne peut pas être une onde. C'est trop faible. Et la seule possibilité, c'est que ça va soit d'un côté, soit de l'autre. C'est que c'est donc une particule. Voilà le test que nous avons mis au point. Donc, pour une onde, on s'attend à ce que le rapport soit plus grand que 1, mais pour une particule, ce sera plus petit que 1, et on peut donc distinguer. Alors, la première expérience que nous avons faite, et qui, je pense, a surpris pas mal de gens, c'est que nous avons commencé par régler le compte de toutes les tentatives de prouver qu'un photon interfère avec lui-même en ayant des lumières extrêmement atténuées. Et pour ça, nous avons fait l'expérience suivante. Nous avons pris une source ordinaire, pas notre source compliquée, une diode électroluminescente, qui émettait une petite impulsion très brève. Nous avons atténué cette impulsion par un facteur tellement énorme qu'en moyenne, dans chaque impulsion, il y avait une énergie associée à 1/100 de photon. 1/100 de photon. Alors encore une fois, je vous ai dit, on ne peut pas couper les photons en morceaux. Donc qu'est-ce que ça veut dire 1/100 de photon? Ça veut dire que 99 coups sur 100, il n'y a rien, et un coup sur 100, il y a un photon. Mais attention, quand on fait la théorie, en fait ce que la théorie nous dit, c'est qu'on s'attend à une distribution de Poisson. Et la distribution de Poisson, même quand la probabilité d'avoir 0 est très grande, et que la probabilité d'avoir 1 est petite, 1/100 ici, la distribution de Poisson nous dit qu'il y a aussi une certaine probabilité d'en avoir 2, d'en avoir 3, d'en avoir 4. Et le nombre de cas où il y en a 2 est juste ce qu'il faut pour que, quand une paire arrive, naturellement, quand une paire arrive, ils peuvent partir tous les deux d'un côté ou tous les deux de l'autre, mais vous avez une certaine probabilité qu'il y en ait un d'un côté et un de l'autre. Et dans la distribution de Poisson, il y a juste la quantité de paires qui va bien pour que ça se comporte comme une onde. Et c'est ce que nous avons trouvé. Nous avons trouvé que le fameux nombre alpha est égal à 1 aux incertitudes près, dans la gamme d'incertitudes que nous avions, et donc on prouve qu'effectivement, c'est sûrement pas en atténuant la lumière qu'on peut avoir un comportement de particules uniques. Donc comment faire ? Eh bien, nous sommes en France. Alors évidemment, quand je suis à l'étranger, j'aime bien raconter ça. Nous sommes en France, nous adorons les recettes de cuisine, et donc il y a une bonne recette pour émettre des photons uniques. Alors la recette, c'est prenez un atome unique. Vous allez chez votre pharmacien favori, j'ai mon pharmacien, là peut-être qu'il a ça dans son officine. Prenez un atome unique, excitez-le, il est dans un état excité, et attendez. Tôt ou tard, il n'a pas le choix. Il va vous émettre un photon et un seul. Il ne peut pas en émettre deux parce qu'il n'a pas assez d'énergie. Donc tôt ou tard, il va vous émettre un photon et un seul. Donc voilà, on a la recette. Sauf que
quand on a réfléchi à tout ça, au début des années 1980, eh bien, la question qui se posait, c'est qu'il n'y avait pas de marchand de photons uniques. On ne savait pas comment se procurer un photon unique, un atome unique. On ne savait pas comment faire pour avoir un atome unique. Et là, nous avons mis au point une méthode pour isoler un atome unique. Et alors l'idée qu'on a eue, parce que ça correspondait à l'appareillage qu'on avait, c'est qu'on n'a pas fait ce qui vous viendrait naturellement à l'esprit, c'est-à-dire de dire on va prendre une vapeur très diluée et avec un microscope, on va regarder un petit volume et il y en aura un dedans. On a fait quelque chose qui ressemble à ça, mais au lieu de le faire dans un volume spatial, on l'a fait dans le temps. Alors je vais vous expliquer comment on a réussi à isoler des atomes uniques dans le temps. Cette source-là, cette usine à gaz, on peut le dire, elle nous avait permis de produire des paires de photons. Donc en excitant des atomes, il y avait beaucoup d'atomes excités simultanément, en excitant des atomes, dans cet état excité, on assistait à la réémission non pas d'un photon, mais de deux photons, parce que la structure des niveaux était... Donc c'était je prends un atome, et puis il émet un premier photon, vert, et un deuxième photon, violet. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas un seul atome, c'est qu'on avait, comme je vous dis, on ne savait pas isoler un atome unique. Donc on avait beaucoup d'atomes excités à la fois. Seulement on avait des temps qui nous permettaient de faire la chose suivante. En moyenne, parce qu'il y avait beaucoup d'atomes excités simultanément, on avait à peu près l'émission, on appelle ça une cascade radiative, le mot est évident. En moyenne, on observait 1 million de cascades par seconde, c'est-à-dire que le temps moyen entre deux cascades était de l'ordre de 1 microseconde. Mais ici, la durée de vie de l'état intermédiaire ici est 5 nanosecondes. Et une durée de vie de 5 nanosecondes, alors une nanoseconde, c'est un milliardième de seconde. C'est donc un millième de microseconde. Et donc, une durée de vie de 5 nanosecondes, ça ne veut pas dire qu'on attend 5 nanosecondes. Ça veut dire que ça peut se passer très vite, de temps en temps un peu plus lentement, mais rarement beaucoup plus que 5 nanosecondes, maximum 10. C'est une loi de probabilité, une fois de plus, maximum 10 nanosecondes. Et 10 nanosecondes, c'est 1/100e de l'intervalle de temps moyen entre deux cascades. Et donc, si on pensait à la façon dont les photons étaient émis, ça veut dire qu'on avait quelque chose du genre vert-bleu, puis plus rien pendant un long moment. Puis vert-bleu, et puis plus rien pendant un très très long moment. Et donc l'idée a été de dire, on va détecter le photon vert, et pendant les 10 nanosecondes qui suivent, on aura un photon bleu et un seul, et la probabilité d'en avoir un autre qui vient d'un autre atome, on peut la calculer, elle est complètement négligeable. Donc voilà comment on a isolé les processus à un atome. Et donc, on a fait l'expérience, on a mesuré probabilité de détection simple, probabilité de détection en coïncidence, et donc on a trouvé le fameux paramètre alpha qui vaut nécessairement 1 ou plus en cas d'onde, on l'a trouvé très nettement plus petit que 1. Vous voyez ici, 0,18 plus ou moins 0,06. Alors vous allez me dire pourquoi pas 0 ? Parce que comme je l'ai dit, une expérience, c'est une expérience. Dans une expérience, vous avez des facteurs, vous avez du bruit de fond. Les détecteurs qui sont là, de temps en temps, parce qu'ils ne sont pas à une température de zéro absolu, il y a un peu d'agitation, de temps en temps, paf, il y a un électron qui est émis, et ça vous donne un signal, bien qu'on n'ait envoyé aucun photon dessus. Vous pouvez avoir des rayons cosmiques qui arrivent sur le toit du bâtiment et qui provoquent une gerbe de particules dont certaines vont exciter vos photomultiplicateurs. Donc il y a toujours un peu de bruit de fond. Mais ce bruit de fond était suffisamment faible pour que néanmoins alpha reste nettement plus petit que 1. On avait donc clairement ce qu'on appelle une anticorrélation. Anticorrélation, ça veut dire si c'est ici, c'est pas là, ou si c'est là, c'est pas ici. Et donc le comportement de particules. Alors bien sûr, je vous rappelle, la question initiale, c'est lorsque j'ai une particule comme ça, est-ce qu'elle va avoir un comportement d'onde ? Et donc, bien sûr, ce qu'on avait en tête, c'est qu'une fois qu'on aurait démontré qu'on avait une particule et une seule dans le système, eh bien, on essaierait de savoir si on arrivait à faire des interférences. Alors, l'interféromètre qui est ici, l'idée est extrêmement simple.
dans la première expérience, on avait un détecteur ici et un détecteur là. On enlève les détecteurs, on recombine les deux faisceaux. Et ça, c'est un interféromètre qui est connu depuis la fin du 19e siècle, qui s'appelle un interféromètre de Mark-Zehnder, dans lequel on pense en termes d'ondes. L'onde arrive ici, elle se coupe en deux, on la recombine ici, et puis la lumière va sortir soit d'un côté, soit de l'autre, en fonction de la différence des chemins qui sont ici. Si les deux chemins sont strictement égaux, la lumière va sortir ici. S'il y a une demi-longueur d'onde en plus d'un côté par rapport à l'autre, elle va sortir de l'autre côté. Et on montre qu'en fonction de la position de ce miroir, eh bien, on s'attend à une modulation sinusoïdale des probabilités d'arriver ici ou là, si ça se comporte comme une onde. Et donc on pose la question, est-ce qu'on observe bien cette modulation quand on change la position du miroir? Alors il faut savoir que cette position du miroir, il ne s'agit pas de la changer de beaucoup. Il faut contrôler, on va dire, au centième de micromètre. Donc le micromètre, c'est le millième de millimètre. Donc c'est pas beaucoup. Mais en fait, il y a des systèmes qui sont ce qu'on appelle des cales piézoélectriques, et en appliquant une tension dessus, on arrive un peu à allonger ou raccourcir la cale, et en contrôlant bien la tension, on y arrive. Bon, il y a des problèmes techniques, mais on y arrive. Et donc, nous avons fait cette expérience. Alors à cette époque, on était en 1985, on n'avait pas encore des ordinateurs pour tout enregistrer, etc. Donc je vous présente la façon dont on recueillait les résultats à l'époque. Donc qu'est-ce qu'on fait? On choisit une position pour le miroir, et puis on compte combien de coups ici, on va dire pendant un certain temps. Ici, on avait choisi 0,1 seconde. Donc, combien de coups ici pendant 0,1 seconde et combien de coups ici pendant 0,1 seconde. On déplace un peu le miroir et on recommence. Et voilà, les résultats sont ici. Alors, vous voyez qu'il n'y a rien à voir, si j'ose dire. Et si vous regardiez en détail, vous verriez que la plupart du temps, on compte 0. Quelquefois, on compte 1. Quelquefois, on compte 2, 3, 4, 5. Et puis voilà. Bon, et pareil de l'autre côté. Donc, ça, on connaît bien, on est physicien, ça veut dire qu'on a été trop pressé, il faut attendre un peu plus pour que la statistique s'améliore. C'est comme dans les élections, si vous avez qu'un bureau, vous n'avez pas encore le résultat de toutes les élections. Donc on attend un peu plus longtemps, 1 seconde à chaque position. Et là, on voit qu'il y a des positions où ici, on a beaucoup de coups, un peu plus loin, on n'en a quasiment aucun, ici beaucoup, ici quasiment aucun. Alors on se dit, ça ressemble vraiment à des interférences. Et donc on est encore plus patient. Maintenant on va attendre 10 secondes à chaque position. J'aime bien montrer ça parce que ça vous montre le miracle de l'amélioration statistique quand vous augmentez le nombre de données. Et là, vous avez une magnifique modulation sinusoïdale. De l'autre côté, vous avez une magnifique modulation sinusoïdale. Et vous voyez bien sûr que le maximum qui est ici correspond au minimum qui est là, et vice-versa. Donc il n'y a aucun doute que ce photon unique, quand on l'envoie là-dessus, eh bien, il va se comporter comme une onde. On a un comportement ondulatoire non ambigu. Alors, je vais vous présenter une expérience moderne qui a été faite par nos amis et, on va dire, anciens étudiants à l'École normale supérieure de Cachan, qui maintenant est en train de devenir l'École normale supérieure de Paris-Saclay, puisqu'ils sont en train de déménager de Cachan vers Paris-Saclay. Et ces jeunes gens, au début des années 2000, avaient mis au point une source qui permettait d'émettre les photons un par un. Et comment ils avaient fait? Eh bien, ils avaient appliqué la recette. Ils avaient étalé une solution très diluée de molécules fluorescentes sur une lamelle de microscope. C'était tellement dilué que les molécules étaient bien séparées, et ils avaient réussi, avec ce qu'on appelle un microscope confocal, et en excitant ces molécules, ils avaient réussi à en viser une et une seule, et donc le schéma marchait. Vous en avez une seule, vous l'excitez, paf, elle vous remet un seul photon. Alors en plus, c'était particulièrement astucieux parce que pour ceux qui savent lire les niveaux atomiques, on voit qu'on excitait avec une longueur d'onde assez courte, enfin dans le vert, et puis à cause de l'état des niveaux, ça réémettait un photon rouge. Et on a utilisé ce qu'on appelle un miroir dichroïque. Un miroir dichroïque, ça fait partie de toutes ces petites merveilles que vous avez dans tous vos appareils pour projeter, etc. C'est un miroir qui est capable de transmettre le rouge et de réfléchir le vert, par exemple. Donc, vous voyez votre faisceau vert qui excite là, puis
si éventuellement la lumière revient, elle vient là, et par contre le photon rouge unique, il arrive là. Donc voilà une magnifique source de photons uniques qui suit la recette. On prend une molécule unique, on l'excite, elle remet un photon et un seul, et donc ils ont vérifié que alpha vaut nettement moins que 1. Alors vous voyez, la barre d'erreur est beaucoup plus petite parce que c'est la technologie moderne, voilà. Et donc on a une claire anticorrélation, mais vous voyez que là aussi, il y a du bruit, on n'a pas exactement 0, mais c'est tellement bien en dessous de 1 qu'il n'y a aucun doute. Comportement de particules. Alors je vais vous montrer maintenant l'expérience qui a été faite pour répéter en quelque sorte l'expérience de dualité onde particules telle qu'on l'avait faite avec Philippe Grangier en 1985. Donc là, on est 20 ans plus tard, et là, on a des ordinateurs pour tout enregistrer, je vais vous montrer. Donc l'idée est la suivante, j'ai mis un photon unique, et là, je vais utiliser un dispositif qui s'appelle un biprisme de Fresnel. Alors pourquoi un biprisme de Fresnel? Parce que j'aime beaucoup Fresnel, et puis bon, Young, d'accord, mais c'est quand même un anglais, avec le Brexit et tout, on va quand même pas tout faire avec des trucs anglais, quoi. Donc Fresnel, bon français, on prend un biprisme de Fresnel. Alors le biprisme de Fresnel, vous voyez que si vous avez un faisceau de lumière collimaté qui arrive ici, la partie du faisceau qui va vers le bas, il y a la partie du faisceau qui passe en haut est défléchie vers le bas, et la partie du faisceau qui passe en bas est défléchie vers le haut. Et si maintenant vous mettez un détecteur ici et un détecteur là, je peux vous refaire le petit raisonnement. S'il y a un photon et un seul, il ira soit en haut, soit en bas. On est bien d'accord. Donc on fait l'expérience, et en faisant cette expérience, on trouve qu'effectivement la probabilité de détecter des deux côtés à la fois est faible, d'où le alpha qui est là. Alors maintenant, interférence. Alors en fait, le biprisme de Fresnel n'avait pas du tout été inventé par Fresnel pour faire l'expérience que je vous décris là. Il avait été inventé précisément pour une expérience d'interférence. Une expérience dans laquelle il y a une onde intense qui arrive ici, et à l'endroit où les faisceaux se croisent, on va avoir interférence. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va regarder maintenant à l'endroit où les deux faisceaux se croisent. On met une caméra CCD, capable de détecter les photons un par un, et maintenant je vais vous montrer ce qu'on voit. Donc ce que vous allez voir là-dessus, c'est une vraie expérience. Hein. On va voir arriver les photons un par un sur le CCD, Coupled Charge Device, sur la caméra qui est là. On va voir arriver les photons un par un. Donc il faut que je lance le petit, si je trouve mon... Alors il n'est pas mon... J'arrive pas à trouver mon... Oups. Bon, je vais revenir en arrière. Je ne vois pas ma flèche. Ça, c'est embêtant. Elle est où? Ah, c'est parce qu'elle est en haut. Autant pour moi. Excusez-moi, il faut que je me mette... Voilà, c'est comme tout à l'heure, elle est sur l'écran du haut. Merci de m'avoir aidé. Vous voyez, c'est collectif, les expériences. Hein. Non, non, mais elle va. Voilà, là, voilà, là. Ah, hop, vous voyez, à la petite main, et c'est parti. Et vous voyez les photons arriver un par un. Et vous voyez progressivement les photons s'accumulent sur des bandes qui sont ici. Et ce que vous voyez en bas, c'est tout simplement on somme les lignes verticales. Hein, on fait la somme suivant chaque ligne verticale. Et vous voyez progressivement les franges d'interférence se construire avec une véritable source de photons unique. Donc vous voyez, voilà. Et donc progressivement, si on avait une onde intense, on aurait cette figure-là, sauf que là, ça s'est vraiment passé photon par photon. Bon, donc vous avez assisté ici, alors assisté bien sûr, je n'ai pas ma source de photons unique ici, mais c'est un film qui a été fait vraiment avec la source de photons unique. Donc on a un comportement sans ambiguïté de type onde, alors qu'on a utilisé des photons uniques. Donc il est temps de réfléchir, c'est pas qu'on ne réfléchisse pas, mais vous savez, quand on fait la physique expérimentale, on réfléchit avant à l'expérience qu'on va faire, après on est pris par l'expérience, et puis une fois que l'expérience est terminée, il faut vraiment chercher à analyser toutes les conséquences de ce qu'on a observé. Donc faisons-le ensemble. Dans la première expérience, on a observé que le photon va soit d'un côté, donc je reprends l'expérience avec la lampe semi-réfléchissante, elle est facile. Ça, on pourrait aussi bien avec le prisme de Fresnel. Dans la première expérience,
on a observé que le photon va soit d'un côté, soit de l'autre, ou plutôt, il y a un truc qui va soit d'un côté, soit de l'autre, et ce truc, c'est forcément une particule, c'est pas une onde. Mais dans la deuxième expérience, le fait qu'on observe des modulations, que ce soit ici ou que ce soit avec le biprisme de Fresnel, nous prouve que le truc, il allait des deux côtés à la fois et il s'est recombiné, parce que sinon on ne peut pas comprendre cette modulation, puisque cette modulation dépend uniquement de la différence entre les deux chemins. Puisque ça dépend de la différence entre les deux chemins, c'est bien que c'est passé des deux côtés à la fois, sinon on ne voit pas comment ça pourrait dépendre de la différence. Alors évidemment, le problème conceptuel, c'est que dans les deux expériences, on a envoyé ici le même objet quantique qui s'appelle un paquet d'ondes à photons unique. Et dans la première expérience, cet objet a fait comme s'il allait soit d'un côté, soit de l'autre, alors que dans la deuxième expérience, cet objet a fait comme s'il allait des deux côtés à la fois. Reconnaissez que c'est quand même troublant. Alors qu'est-ce qu'on fait face à une difficulté conceptuelle de cet ordre? Alors la première attitude, qui est quand même la plus répandue chez les physiciens, est une attitude qui consiste à dire, écoutez, si je prends le formalisme mathématique de la mécanique quantique, il me décrit tout ça sans aucune ambiguïté. C'est ce qui s'appelle la doctrine « shut up and calculate ». Boucle-la et calcule. Non, mais il faut voir que c'est quand même comme ça que la mécanique quantique marche depuis 100 ans. Si vous voulez. On se tait, on calcule, et les calculs donnent toujours le résultat pour les expériences. Mais on a quand même le droit de réfléchir un peu. Et alors, à ce moment-là, quand on réfléchit, il faut aller relire Bohr. Alors Bohr, c'est un grand problème, parce que il est aussi obscur qu'il pouvait l'être. Alors vous allez me dire pourquoi. Parce que Bohr était un adepte de ce qu'on appelle la complémentarité, je vais en reparler, mais il a été jusqu'à dire que cette notion de complémentarité est une notion extrêmement générale, il se piquait un peu de philosophie, Bohr, et que cette notion de complémentarité est extrêmement générale, et en particulier, un jour, il a été jusqu'à dire que la clarté et la justesse étaient des notions complémentaires. Et complémentarité veut dire que vous ne pouvez pas être les deux à la fois. Et donc, si vous réfléchissez à ce fait, il a dit que justesse et clarté étaient des variables complémentaires. On peut dire que Bohr faisait tous les efforts du monde pour être le plus juste possible et que, en conséquence, il était aussi peu clair que possible. Alors, au-delà de la boutade, ça veut dire qu'il est exact que si vous essayez de dire des choses trop précises, en général, vous rentrez en contradiction avec ce que vous disent les mathématiques. Néanmoins, ici, ou pas néanmoins d'ailleurs, ici, comment s'appliquerait le concept de complémentarité? Eh bien, le concept de complémentarité, ici, s'appliquerait en disant, vous devez choisir. Soit vous regardez la propriété qui est révélée par la première expérience, soit vous regardez la propriété qui est révélée par la deuxième expérience, mais vous ne pouvez pas regarder les deux à la fois. C'est ça la notion de complémentarité. Alors, quelle est la propriété qui est révélée par la première expérience? Elle est liée au caractère particule, mais quand on regarde en détail un petit peu les objets mathématiques, c'est ce qu'on appelle l'observable which way, quel chemin. On peut définir une observable qui vous dit c'est passé par un chemin ou c'est passé par l'autre. Et ici, au contraire, quel est l'observable? Eh bien, l'observable, c'est le fait qu'on a une interférence qui nous dit que c'est passé par les deux chemins à la fois. Manifestement, la première propriété est liée au fait que ça se comporte comme une particule, parce que si ce n'était pas une particule, on ne pourrait pas se poser la question quel chemin, mais l'observable, c'est quel chemin. Donc, Bohr nous dit, eh bien, vous ne pouvez pas faire les deux expériences à la fois. Et alors, Bohr, de temps en temps, il disait des trucs assez extraordinaires. Par exemple, il disait... C'est l'appareil de mesure lui-même qui détermine le comportement des objets, qui détermine leur nature profonde. Vous croyez que c'est leur nature profonde, mais en fait, c'est la mesure que vous faites dessus qui va vous donner à croire quelle est la nature, donc plutôt particule ou plutôt onde. Et c'est là qu'intervient John Archibald Wheeler, un très grand théoricien qui a énormément contribué aux expériences que Thibault connaît si bien sur la détection des ondes gravitationnelles. Wheeler est celui qui a promu pendant des décennies le fait qu'il fallait faire des expériences sur la détection des ondes gravitationnelles. Mais Wheeler s'intéressait à tout et il avait réfléchi à ça et il avait dit « Mais est-ce que, si on croit vraiment littéralement ce que nous dit Bohr, est-ce qu'on ne pourrait pas penser que finalement le photon
va se comporter différemment parce que l'appareil qui est là pose une question différente. Et donc, le photon, alors je vais utiliser un langage un peu humoristique ou anthropomorphique pour vous dire, mais on peut mettre un peu de formalisme derrière. Le photon arrive ici, et là, il remarque qu'on lui pose la question, de quel côté vas-tu aller? Donc, il va prendre son habit de particules et il va se comporter comme une particule. Si c'est vraiment l'appareil de mesure qui détermine le comportement. Alors que ici, le photon qui a suivi un cours d'optique classique assez élaboré, remarque qu'il s'agit d'un interféromètre de Mach-Zehnder et il dit « Ah, là, ils sont en train de me demander si je peux interférer, donc j'endosse mes habits d'onde et j'interfère. » Et c'est là qu'intervient John Archibald Wheeler, qui est très malicieux. En plus d'être un grand physicien, il était très malicieux. Et Wheeler dit « Mais attendez, personne ne vous oblige à avoir choisi entre le premier appareil et le deuxième appareil, alors que le photon arrive à la lame. » D'accord? Regardez, au moment de la lame, on ne vous oblige pas à avoir choisi entre les deux. Et si vous ne mettez rien, le photon, quand il arrive, il ne sait pas ce qu'il doit faire. C'est ce qu'on appelle l'expérience à choix retardé de Wheeler. Alors cette expérience, Wheeler avait suggéré de la faire en suivant un schéma qu'on a quasiment suivi. L'idée est la suivante. Wheeler nous dit il s'agit de passer de cette expérience-ci à cette expérience-là, il va falloir aller très vite, parce que la lumière, à 1 milliardième de seconde, elle parcourt 30 cm. Donc, il va falloir aller vite, sauf si on a des centaines de kilomètres, mais ce n'est pas le cas. Donc, si vous voulez faire une expérience à l'échelle d'un laboratoire, il faut arriver à passer d'un appareillage à l'autre à l'échelle de quelques nanosecondes. Et donc, comme c'est difficile, Wheeler avait dit, mais on peut s'y prendre de façon un peu différente. On va légèrement modifier ici, voilà. Alors vous voyez qu'on n'a rien changé conceptuellement, puisque si la particule va ici, elle va être détectée en D2, et si elle va de l'autre côté, elle va être détectée en D1. Là, les faisceaux se croisent sans se voir. On peut même les décaler si on veut. Mais bon, non, disons, ils se croisent sans se voir. Et si maintenant on veut faire l'interférence, il suffit de rajouter la lame semi-réfléchissante qui est ici. Donc il faut enlever ou mettre une lame semi-réfléchissante. Alors, si elle est matérielle, on ne va toujours pas y arriver en quelques nanosecondes. Mais il existe des dispositifs électro-optiques qui sont des dispositifs statiques qui, suivant que vous appliquez ou vous n'appliquez pas un voltage, ça se comporte comme un simple bout de verre transparent où rien ne se passe, ou au contraire, ça se comporte comme une lame semi-réfléchissante. Et ce voltage, on sait l'appliquer en quelques nanosecondes pour passer d'un état à l'autre. Donc l'idée, c'est qu'on va passer d'ici à là en appliquant un voltage sur un système qu'on met ici. Voilà. Donc, et naturellement, on va faire le choix après que le photon ait franchi la première lame semi-réfléchissante. Alors ça, c'était le schéma qui était proposé par John Archibald Wheeler. Il disait, voilà, vous avez votre paquet d'ondes qui arrive, il se balade, et vous n'avez pas encore choisi, et au dernier moment, vous choisissez soit de rien mettre, soit de mettre la lame semi-réfléchissante. Voilà. Alors, l'expérience est un peu compliquée, comme toujours, c'est des vraies expériences de physiciens. Alors, le tour de force, c'est que d'abord, on a trouvé un endroit, c'était dans l'ancien institut d'optique, où il y avait un grand couloir qui devait correspondre à l'époque où on réglait les lunettes de très loin, qui faisait 50 mètres de long. Donc, on envoie le photon unique, on le sépare en deux, les deux trajets vont se propager comme ça sur 50 mètres, et puis ici, on va les faire rejoindre, et suivant qu'on applique le voltage ou qu'on n'applique pas le voltage, eh bien, ce sera comme s'il y avait la lame semi-réfléchissante ou si elle n'y était pas. Alors, le voltage est appliqué avec ce qu'on appelle pompeusement, ça c'est pour les publications scientifiques, Quantum Random Noise Generator, générateur de nombres aléatoires quantiques. C'est parce qu'on choisit un petit phénomène quantique pour décider si on met ou on ne met pas la lame semi-réfléchissante. Bon, voilà, mais c'est pas bidon, mais bon, c'est un peu pompeux, quoi. Et donc, alors on a une horloge qui nous dit que le photon est parti, on sait quand il est parti, et donc on va faire le choix, alors que le photon est à peu près au milieu de l'interféromètre, donc longtemps après qu'il soit passé ici, et donc, soit on met pas la lame semi-réfléchissante quand il va arriver au bout. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, maintenant, on a des ordinateurs, comme je vous l'ai dit, dont on enregistre tout. Donc on enregistre
si la détection, chaque fois qu'on envoie un photon, on enregistre si la détection a lieu ici ou a lieu là. On enregistre l'état de la lame semi-réfléchissante, elle est mise ou elle n'est pas mise. Et en plus, on a ici un petit réglage qui fait changer légèrement la différence de marche entre les deux voies. Vous avez suivi les deux voies de l'interféromètre. Donc on a tout ça dans l'ordinateur et à la fin, on trie les résultats. Donc il y a les cas où la lame était en place. Et en fonction de la différence de chemin entre les deux voies, eh bien, on voit que chacun des deux signaux est magnifiquement modulé. Alors, il faut savoir que c'est un vrai tour de force, un 50 mètres de long, une source... C'est pas des lasers, hein, c'est des sources qui ne sont pas monochromatiques. Pour ceux qui connaîtraient ces choses-là, c'est un tour de force extraordinaire d'avoir réussi ça. Il y a plein d'astuces d'opticiens derrière, mais le résultat est là. On a un contraste de frange de 94%, ce qui est remarquable. Ça veut dire qu'il y avait vraiment des étudiants très forts sur cette ligne. Ah oui, c'est ça, c'est pas les vieux qu'il faut les mettre. Et puis, quand la lame n'est pas là, eh ben, il n'y a rien, il n'y a pas de modulation. Hein, et on peut même mesurer le paramètre alpha, qui est le fameux paramètre alpha qui nous dit si c'est vraiment des photons uniques. Et la réponse est oui, alpha égale 0,12, il n'y a pas de doute, c'est des photons uniques. Voilà, on a vérifié que ça passe d'un côté ou de l'autre. Donc, dans cette deuxième expérience, on peut avec certitude dire que le photon va soit d'un côté, soit de l'autre, et on peut même dire par quel côté il est passé. Et donc, je vais vous livrer la conclusion de Wheeler sur cette expérience. Malheureusement, Wheeler n'a pas eu connaissance du résultat de cette expérience. Je pense que ça l'aurait amusé de voir le résultat. Mais néanmoins, comme il discutait beaucoup les concepts, il avait dit voilà, si cette expérience donne le résultat qui est prévu par les calculs, par shut up and calculate, d'accord? Qu'est-ce qu'on va pouvoir en conclure? Alors je vous laisse apprécier l'anglais de John Archibald Wheeler, que je trouve magnifique. Donc, on décide que le photon sera venu par une route, ou bien par les deux routes à la fois, alors que le voyage est déjà terminé. Donc le fait d'être passé soit par une route, soit par les deux routes à la fois, c'est décidé alors que le voyage est quasiment terminé, largement engagé. Voilà ce que nous montre cette expérience, dont vous voyez que cette expérience est quand même très troublante. Donc c'est les fameux problèmes conceptuels de compréhension de la mécanique quantique. Mais en revanche, une fois de plus, ce que nous disent les calculs a été vérifié dans l'expérience. Alors, Feynman, le grand Feynman, dont le cours de physique est tellement célèbre, c'était aussi un grand physicien, mais son cours de physique est célèbre, nous a dit que le mystère de la dualité onde-particule est un mystère extraordinaire, hein, qui est au cœur de la mécanique quantique. Alors il avait ajouté que c'était le seul mystère, mais 20 ans plus tard, il a dit qu'il y a un autre mystère qui s'appelle l'intrication. Mais en 1960, il croyait que c'était le seul mystère. Mais en tout cas, il avait dit que c'était un grand mystère, un phénomène qui est impossible, absolument impossible à expliquer en des termes classiques. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Moi, j'enseigne ces choses-là à des étudiants. Alors, la première chose que je dis aux étudiants, il faut quand même que vous appreniez à faire les calculs, les fameux calculs de shut up and calculate. Parce que les calculs, ils ont quand même une force, c'est que les calculs vous donnent une image cohérente de l'ensemble des deux expériences. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de choisir un formalisme ou de choisir l'autre formalisme suivant que vous représentez la première situation ou la deuxième. C'est le même formalisme mathématique que vous utilisez, mais évidemment, comme les appareillages ne sont pas les mêmes, on ne va pas calculer exactement les mêmes quantités. Mais c'est le même formalisme. Ça, c'est déjà rassurant que vous n'êtes pas obligé au doigt mouillé de dire « Ah ben là, je vais plutôt utiliser celui-ci ou celui-là ». Donc il y a une cohérence dans la physique. La complémentarité de Bohr, j'ai un peu ironisé sur Bohr et la complémentarité, mais elle nous dit quand même quelque chose d'intéressant. Le fait que ces deux expériences ne puissent pas être faites en même temps allège un peu le malaise qu'on peut avoir. Mais ce que nous a montré l'expérience à choix retardé de Wheeler, c'est que cette complémentarité de Bohr, il ne faut sûrement pas l'interpréter d'une façon trop naïve, ce genre d'interprétation qui conduirait à dire « oui, c'est l'appareil de mesure qui crée le résultat, donc il n'y a pas de question à se poser, etc. » L'expérience à choix retardé de Wheeler nous dit que c'est beaucoup plus subtil que ça. Oups, pardon. Et puis, pour terminer,
je vais terminer. Je m'excuse, j'étais un peu trop long, on a démarré un peu en retard. Donc, vous me pardonnez pour 5 minutes, 3 minutes. Au début des années 1980, c'est le moment où on a fait un certain nombre d'expériences qui revisitaient les problèmes conceptuels de la mécanique quantique. Donc on a regardé le problème Einstein-Podolsky-Rosen, l'inégalité de Bell, les histoires d'un photon, etc. Et puis, je dirais, arrivé en 1985-1986, bon, ça va. On avait des expériences qui répondaient, qui disaient oui, la mécanique quantique, elle marche, voilà, c'est comme ça. Et puis on pensait que c'était terminé, c'était un débat qui était terminé. Et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est que dans les années qui ont suivi, des gens particulièrement astucieux, réfléchissant à ces expériences, Feynman le premier, se sont mis à dire, mais puisque c'est si extraordinaire que ça, on peut peut-être en faire quelque chose. Et ça s'appelle la seconde révolution quantique, celle qui est en cours. Vous entendez dire que les grandes nations mettent beaucoup d'argent pour tenter de développer des technologies quantiques, que les GAFA mettent beaucoup d'argent pour développer les technologies quantiques, que l'Europe a un programme qui s'appelle le Quantum Flagship, avec 1 milliard d'euros pour développer les technologies quantiques. Le Parlement français commence à s'intéresser à ça et se demande s'il ne va pas faire sur les technologies quantiques un programme analogue à celui sur l'intelligence artificielle. Et donc, je vais juste vous donner un seul exemple. En fait, en réfléchissant à ces propriétés de photons uniques, eh bien, vous avez 2 physiciens qui s'appellent Bennett et Brassard, l'un qui est aux États-Unis et l'autre au Canada, ont publié un premier schéma en 1984. Personne n'avait noté ce schéma. Et puis en 1991, il y a quelqu'un d'autre qui a repris. Et on s'est aperçu à ce moment-là qu'ils avaient publié ça, mais ils ne devaient pas y croire eux-mêmes, sans doute. Et donc, voilà l'idée. Donc Gilles Brassard et Charles Bennett. Alors l'idée est la suivante, c'est la cryptographie. Vous savez ce que c'est la cryptographie? On code et on décode et on ne veut pas que l'ennemi... Alors l'ennemi s'appelle traditionnellement Ève. Pourquoi? Parce que les gens sont très malins. Les oreilles indiscrètes en anglais, oreilles indiscrètes, ça se dit eavesdropper. Alors l'eavesdropper, c'est celui qui se pend à la gouttière pour écouter aux fenêtres. Hein, voilà. Donc on traduit en français par oreille indiscrète. Et donc comme ça se dit eavesdropper, ils n'avaient rien trouvé de mieux que de dire qu'on allait l'appeler Ève. Et alors pour éviter d'être traité de misogyne, de je ne sais quoi, je choisis comme eavesdropper un moustachu qui forcément est un mauvais type, ça va de soi. Donc l'idée est la suivante. Alice et Bob doivent échanger des messages. Ils vont porter ces messages sur des photons uniques. Ce qui fait que si jamais l'espion qui est là prélève quelque chose, eh bien, il va forcément se signaler. Puisque, vous vous rappelez l'histoire de la lame semi-réfléchissante. Le photon unique, où il est transmis, où il est réfléchi. Donc, si vous mettez une lame semi-réfléchissante pour prélever un peu d'informations au passage, c'est sûr que le récepteur qui est ici, Bob, il va s'apercevoir qu'il manque des photons. Alors, en réalité, c'est plus compliqué que ça, mais l'idée de base est là. L'idée de base est que, quand vous avez un photon unique, il est absolument impossible de prélever quelque information que ce soit dessus sans laisser une trace. Alors que si vous aviez des impulsions classiques, comme il y a une certaine probabilité d'en avoir 2, 3, 4, vous pouvez arriver à attraper un peu d'informations sans vous faire piéger. Donc, cette cryptographie quantique, dont c'est plus subtil que ça, mais peu importe, l'idée de base est là. Cette cryptographie quantique, eh bien, elle a été développée à partir des réflexions sur les photons uniques. L'autre méthode de cryptographie quantique, qui est le protocole d'Arthur Eckert, a été développée à partir des réflexions sur l'autre grand mystère, qui est le mystère de l'intrication et des paires de photons jumeaux. Donc,
tout ça pour vous dire que, eh bien, vous pouvez acheter un système de cryptographie quantique en Suisse, à la société créée par Nicolas Gisin. Les Suisses ont expérimenté ça. Et vous savez qui sont les premiers utilisateurs? Allez, je vous mets sur la voie, ça se passe en Suisse. Non, ce n'est pas les fabricants de chocolat. Les banques, qui veulent rassurer leurs clients en leur montrant que leurs secrets sont bien gardés. Et puis une deuxième spécialité suisse quand même, pas le chocolat toujours. Hein? Oui, non. Les votations. Les Suisses s'amusent à remonter les résultats du bureau de vote au bureau central en utilisant la crypto quantique. Alors je vous rassure, ils ont aussi un canal classique quand même pour être sûr qu'on peut recompter les bulletins, etc. Mais ils utilisent ça aussi entre certains bureaux de vote. Bon, voilà. Non, tout ça pour dire que ça existe vraiment. Alors je voudrais en fait faire une réflexion pour conclure sur la différence de nature fondamentale entre la cryptographie quantique et les cryptographies classiques. En cryptographie classique, celle qu'on a quand vous donnez votre carte bleue sur Internet ou des choses comme ça, la sécurité repose sur le fait qu'on ne sait pas factoriser de très grands nombres. D'accord ? Mais ça, après tout, c'est qu'une limitation technique. On sait que dans 10 ans, les ordinateurs seront beaucoup plus puissants et il est probable que dans 10 ans, on pourra casser. On peut aujourd'hui casser les messages échangés il y a 10 ans. Or, si jamais il y avait des grandes oreilles quelque part sur la Terre qui écoutent tous les messages qui passent, ça veut dire que 10 ans après, on pourrait les révéler. Maintenant, réfléchissez à Wikileaks, les messages diplomatiques. 10 ans après, si on commence à révéler des trucs qui se sont passés 10 ans avant, ça fait quand même des dommages sur le plan diplomatique. Donc, on voit quand même la limite des cryptographies classiques. En cryptographie, donc, la sécurité d'une cryptographie classique repose sur l'hypothèse que votre adversaire n'a pas une technologie considérablement meilleure que la vôtre, parce que s'il avait des ordinateurs 100 fois plus puissants que les nôtres, il pourrait déjà casser les codes, ou bien qu'il n'a pas un mathématicien qui a réussi à démontrer un théorème qui permet de factoriser beaucoup plus vite. Et ça se voit dans l'histoire des maths appliquées. Tout d'un coup, il y a un théorème qui permet, par exemple, la transformée de Fourier rapide. Un jour, il y a des gens qui ont trouvé une méthode qui a considérablement accéléré les calculs de transformée de Fourier. Personne ne sait démontrer que c'est impossible. Il y a peut-être quelque part un mathématicien qui sait factoriser les nombres beaucoup plus vite que nous le faisons. En physique quantique, la situation est complètement différente. Parce que la sécurité repose sur l'hypothèse que les lois de la physique quantique sont justes. Alors vous allez me dire, peut-être qu'un jour, même je pense, un jour, on trouvera des limites à la physique quantique. Mais d'abord, si on regarde la façon dont évolue la science moderne, trouver des limites ne veut pas dire que tout ce que vous connaissez est faux. Ça veut dire qu'il y a des domaines dans lesquels c'est un peu plus sophistiqué que ce que vous pensiez. L'histoire de la relativité et de la mécanique newtonienne est un très bon exemple. La mécanique de Newton s'applique au mouvement des planètes, à tous les mouvements où les vitesses ne sont pas trop élevées, et puis quand les vitesses deviennent très grandes, proches de la vitesse de la lumière, alors il faut raffiner et passer à la relativité. Donc, quand bien même les lois de la physique quantique seraient trouvées arrivées en limite, je pense qu'on ne contredirait pas tout ce qu'on a dit ici. Mais en tout cas, aujourd'hui, la sécurité de la cryptographie quantique repose non pas sur l'hypothèse que votre adversaire a à peu près votre niveau mathématique et votre niveau technique, mais ça repose sur l'hypothèse que les lois de la physique quantique sont vérifiées, et ça a l'air quand même, jusqu'à preuve du contraire, beaucoup plus sûr. Et donc je crois qu'il est temps de terminer. Donc voilà ce que nous avons fait. On a mis en évidence un des grands mystères de la physique quantique. J'insiste sur le fait que se poser des questions fondamentales n'empêche pas de voir arriver des applications. Et juste pour le plaisir, je vous présente les gens qui ont fait l'expérience, en particulier l'expérience à choix retardé de Wheeler, dont c'est une bande de jeunes gens, enfin plus ou moins jeunes. Et puis, dans le siège arrière, comme on dit, il y avait quand même les deux parrains de l'expérience. C'est nous qui leur avons dit qu'il fallait faire l'expérience à choix retardé de Wheeler. Et donc, ce que j'aime beaucoup sur cette photo,
c'est que ça montre que la physique est une grande famille, parce que Philippe Grangier était mon premier thésard, Jean-François Roch était le premier thésard de Philippe Grangier, et puis les jeunes gens qui étaient là étaient les thésards de Jean-François Roch, donc il y a beaucoup de générations à la fois, et tout le monde est content de travailler ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Thibault, tu ne vas pas me poser une question difficile. Vous avez évoqué J'ai une petite question rapide. Je vous passe la parole. Pour alpha, est-ce que la valeur de alpha dépend de l'état quantique de la lumière et est-ce qu'on peut descendre en dessous de 0,12 ? Non, ici, ça ne dépend que de problèmes techniques avec le bruit de fond des détecteurs. Alors, si notre état était impur, tu aurais raison. C'est-à-dire qu'on ne trouverait pas exactement alpha égale 0 si ce n'était pas un état quantique pur. Mais ici, ce n'est pas la question. Il est quasiment pur, l'état quantique. Donc, s'il n'y avait pas le bruit de fond, on aurait 0. Mais, si tu veux, c'est toujours pareil. Il faut... si on voulait éliminer le bruit de fond, il faudrait totalement changer de détecteur, avoir des trucs plongés dans l'hélium liquide, ce qui est un enfer dans les laboratoires, etc. Donc, tant que le jeu n'en vaut pas la chandelle, on ne passe pas à ce niveau de complexité, puisque là, si tu veux, à partir du moment où tu as 0, 13, plus ou moins 10 moins 3, tu es tellement loin de la barre de 1, tu es à des centaines de barres d'erreur. Personne ne met en doute ce résultat. Vous avez évoqué le problème de l'intrication, du photon intriqué. Moi, je pensais que vos expériences amènent beaucoup sur ce problème-là. Oui, mais c'est juste un peu plus difficile à présenter pour une conférence grand public. Donc, le plus simple à préparer pour une conférence grand public, c'est ça, c'est le photon unique. Et encore une fois, ne négligez pas le fait que Feynman, en 1960, disait « c'est un très grand mystère ». Il croyait même en 1960 c'était le seul mystère. Et ce n'est qu'en 80 qu'il a compris qu'il y avait un deuxième mystère qui était l'intrication. Donc il ne faut pas le sous-estimer. Et d'ailleurs, beaucoup aujourd'hui, dont il y a un développement de tout ce qu'on appelle l'information quantique et les calculs quantiques, etc., beaucoup de schémas, de protocoles de calcul quantique reposent en premier sur le fait qu'on a des sources de photons uniques. Donc le fait qu'on soit devenu capable de fabriquer des sources de photons uniques est un élément essentiel dans le développement des technologies quantiques. Il ne faut pas le négliger. D'ailleurs, je dis et je répète, je ne suis pas le seul, mais j'ai sans doute été un des premiers à le dire, que la deuxième révolution quantique, celle qu'on vit, elle est associée, je l'ai déjà suggéré tout à l'heure, mais je le répète, elle est associée à deux progrès. Le premier, c'est d'avoir compris l'importance de l'intrication et d'avoir été capable d'émettre des particules intriquées. Et le deuxième, c'est le fait qu'on soit devenu capable d'observer et de contrôler des objets quantiques uniques. Il faut savoir que quelqu'un d'aussi brillant que Schrödinger, qui est vraiment un des pères fondateurs de la physique quantique, en 1950, a écrit des lignes définitives sur le fait que c'était ridicule d'imaginer qu'on pourrait un jour observer et contrôler un objet quantique unique, que seuls les grands, qu'on pouvait seulement observer des propriétés statistiques sur des grands ensembles, si vous voulez. Donc le fait d'être devenu capable à partir des années 70 d'observer et de contrôler des objets quantiques uniques, ça fait intégralement partie de cette révolution quantique actuelle. Donc vous n'avez pas ici entendu des choses de seconde zone. Ce sont des... Vos états sur l'intégration, quand même, répondent elles répondent à cette question du paradoxe. Elles répondent à une autre question. Elles répondent contre Einstein, si vous voulez, entre guillemets. Oui, elles répondent à une autre question. On est d'accord. Elles répondent à une autre question, mais je crois qu'il ne faut pas sous-estimer cette manipulation des objets uniques. Pour fixer les idées, combien de temps a-t-il fallu pour concevoir et réussir l'expérience ? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'expérience sur les photons intriqués, les premières idées de l'expérience que j'ai faite, je les ai eues en 1974-75. Les expériences ont été prêtes au début des années 80 et les résultats sont arrivés en 81-82. Et pendant que je faisais ces expériences, j'avais réfléchi à ces choses-là.
Ce qui fait qu'en 82, quand on a fait des expériences et que Philippe Grangier m'a dit « moi ça m'intéresserait de faire une thèse avec toi », je lui ai dit « écoute, j'ai un sujet sous la main, là c'est ces histoires de photons uniques, je pense qu'avec notre source, on peut fabriquer des photons uniques ». C'est quand même la première source au monde de photons uniques, hein, c'est la source que vous avez là. La seule chose qu'on a ratée, c'est que ce sont des sources en anglais qu'on appelle « heralded ». Heralded veut dire annoncer, marquer. Vous voyez, le fait qu'il y ait un premier photon puis un deuxième photon, le premier annonce qu'il va y avoir un deuxième, et c'est pas nous qui avons inventé le mot heralded, mais c'est quand même nous qui avons inventé la source. Donc, et après, vous avez les autres sources, telles que celles que je vous ai montrées, où là, c'est pas heralded, c'est je prends le truc unique, je l'excite et j'attends que ça réunisse. Ça, c'est pas nous qui avons fait ça. Mais ça a été fait, ça, 20 ans plus tard, ou 15 ans plus tard. Donc les échelles de temps, oui, c'est quand même c'est lent. C'est-à-dire que d'abord les expériences sont très lentes, très longues à monter, et par ailleurs la clarification du concept, c'est aussi pas évident. Parce que là, c'est clair aujourd'hui, mais je vous garantis qu'à l'époque, c'était pas clair. Qu'est-ce qui vous a permis dans les années 70-74 de franchir, ma question est dans le cadre de l'évolution des idées. Oui. Qu'est-ce qui vous a permis de franchir le scepticisme ambiant, que je le compare par rapport à cette photo que nous avons dans les yeux, où là, les doctorants sont sur des rails, hein, mais quel rail vous aviez dans les années 70 ? Alors c'est une très bonne question. En fait, je n'ai pas cherché à faire accepter, j'ai eu deux chances immenses. La première, c'est d'avoir eu un mauvais professeur de mécanique quantique, ce qui fait que j'avais conscience de ne pas avoir appris la mécanique quantique, et que, ayant été coopérant en Afrique, j'ai appris la mécanique quantique tout seul dans le livre de Claude Cohen-Tanuji, célèbre livre, et ce livre, il a, de ce point de vue dont nous parlons, un mérite immense, c'est qu'il vous met en main toutes les méthodes de calcul et il ne se prononce pas sur les interprétations. Si j'avais eu un bon professeur de mécanique quantique, je serais allé le voir en lui disant « Non mais c'est n'importe quoi ça, ce truc-là ». Et il m'aurait dit « Écoute, il y a eu une discussion entre Bohr et Einstein, Bohr a gagné, donc ça va ». Et donc je pense que la plupart des gens qui ont eu des bons professeurs de physique quantique, on leur avait lavé le cerveau. Et moi, personne ne m'avait lavé le cerveau, et quand j'ai lu, alors c'est pas de ça que j'ai parlé aujourd'hui, mais quand j'ai lu l'article de John Bell qui disait qu'on pouvait répondre au débat entre Bohr et Einstein par une expérience, je suis littéralement tombé de la chaise, comme on dit, j'ai dit mais c'est l'expérience la plus extraordinaire dont j'ai jamais entendu parler, donc j'ai eu envie de faire ça. La deuxième chance, c'est que c'était une époque bénie où on pouvait avoir un poste de titulaire très tôt. Donc en 1974, j'avais un poste de maître assistant à mon alma mater, qui était l'École normale supérieure de Cachan. Et du moment que je faisais mon enseignement correctement, je pouvais faire ce que je voulais en recherche. Donc je ne me suis pas posé la question. Le scepticisme, je l'ai rencontré. D'abord, Bell m'avait prévenu. Quand je suis allé voir Bell en 1974 pour lui dire « Voilà l'expérience que je peux faire, qu'est-ce que vous en pensez ?» La première question qu'il m'a posée, c'est « Do you have a permanent position ?» Et je lui ai dit « Pourquoi ?» Et il m'a dit exactement ce que vous me dites. Il m'a dit « Mais je vous signale que personne ne croit que ceci est un sujet intéressant, ou la plupart des gens croient que ce n'est pas un sujet intéressant, donc c'est très dangereux pour votre carrière. Donc est-ce que vous avez un poste permanent ?» Je lui ai dit « Oui !» Ah, il m'a dit « Alors on parle de physique. » Voilà. Et alors ce qui s'est passé, c'est que pendant qu'on préparait l'expérience, il s'est passé deux choses. La première, c'est que les physiciens ont quand même chevillé au corps l'idée qu'une expérience, c'est ça qui à la fin va donner la bonne réponse. Donc, un gars qui fait une expérience, il doit être un peu sérieux. Tandis que les théoriciens, il y en a des sérieux, il y en a qui le sont moins, etc. N'est-ce pas, Thibaut? Non, mais voyez ce que je veux dire. Un type qui fait une expérience, quand même, on regarde ce qu'il fait. Et deuxièmement, j'ai développé un discours extrêmement simple, qui était tout simplement la reproduction du raisonnement de John Bell dans son papier, parce que le raisonnement de John Bell dans son papier est d'une simplicité remarquable. Or, il y avait au même moment des gens un peu bizarres qui
discuter, un peu comme les discussions byzantines sur le sexe des anges, ils discutaient sur les nuances entre les théories à variables cachées du premier type, du deuxième type, du troisième type, du quatrième, et donc tout physicien à peu près normalement constitué qui entendait ces discussions, il disait, bon, discussion byzantine. Tandis que moi, je ne rentrais pas dans ces discussions-là, je disais, écoutez, le raisonnement de Bell, il est limpide, ou bien Einstein a raison, et tac, il y a les inégalités de Bell, mais par contre, la mécanique quantique dit l'opposé, on fait l'expérience. Et donc, l'ensemble des deux, le fait que les gens acceptaient de m'écouter parce que je faisais une expérience, et le fait que je leur développais un discours très simple, et pas du tout avec des arguties byzantines, a contribué progressivement à faire évoluer l'opinion des gens. Aujourd'hui, il y a des articles qui sont écrits par des historiens des sciences sur le sujet. Il y en a un en particulier qui explique comment le point de vue majoritaire de la communauté des physiciens a basculé entre 1974 et 1983, qui est le moment où les résultats de nos expériences ont été publiés. Donc c'est un ensemble de choses. Mais il ne faut pas négliger la crédibilité qui est donnée aux gens qui font des expériences considérées comme des expériences, comme de bonnes expériences. À la fin, la physique, ça consiste quand même à regarder le monde. L'observation des ondes gravitationnelles, quand même, le fait qu'on les ait observées, ça a changé la situation. Oui. Question très naïve. Très bien. Qu'est-ce que l'intrication? Ah, oui, mais... L'intrication, c'est le fait que si j'ai deux objets intriqués ici, je ne peux pas considérer cet ensemble de deux objets intriqués comme l'addition des propriétés du premier et des propriétés du deuxième. Il y a quelque chose de global, bien qu'il soit séparé. Et donc, Einstein ne pouvait pas accepter ça, parce que s'il y a quelque chose de global, vous avez l'impression que si je touche un peu ici, il se passe instantanément quelque chose là. Et effectivement, tout se passe comme si c'était comme ça. C'est ça qui est d'où le débat. Mais alors, pourquoi c'est très important l'intrication pour l'information quantique? C'est parce qu'il y a davantage d'informations dans l'objet intriqué que la somme de l'information que vous avez ici et là. Il y a davantage dans le tout que dans l'ensemble des parties. D'où, quand au lieu d'avoir deux objets intriqués, vous en avez 10 ou 20 ou 30, une croissance exponentielle au sens scientifique du terme, pas les journalistes qui disent exponentielle à tout. Non, une croissance exponentielle de la quantité d'informations que vous pouvez stocker en fonction du nombre d'objets intriqués, qui est dû au fait que ça constitue un objet unique et qu'il y a infiniment plus d'informations dans cet ensemble unique que dans la somme des parties. Voilà ce que je peux vous dire en 1 minute. Et je vous remercie, et je remercie ce public intéressé. Voilà. Can I have some bacon? Courage! Courage for our friends! Forth and fear no darkness! I fear neither death nor pain. Quickly! There is always Well, hope. if I can't be up close, this will do. Take your time. We must fight for the ones we love. Take your time. Look around. Rohan must not fail. This is our time. I will not let our people fail. I stand. Follow me! I'm over here! I'm over here! Show them no mercy. Fly, Shadowfax. I will go with you to the It may end. be time to use I will not let our people fail.
Riders of Rohan! Follow me! You can't keep it We must here! fight for the ones we love. This is for the This is our Shire. time, And I fear know no these darkness! I will go with you to the end. No matter what comes through that gate, Follow me! you will stand your ground. It may be time to use your feet. Can I have some bacon? Fly, Caravan! There is always hope. Stand! Men of the West! I'm a little busy like There is always hope. Hurry up! This way! This is for the Shire. Our fire will not avail you. Stand ready. Go! This is our time. This is for the Shire. Tell me again why I came. Follow me! I will go with you to the end. Well, if I can't be up close, this I will will do. not Can let I our have people some fail. bacon? the hour. I know these lands. Quickly! Hurry up! It may be time to use our feet. We are warriors of the Prepare Shire. yourself! It may be time to use our feet. I must complete my Follow me! This way! We must act I quickly. know these lands. This way! This is for the Shire. And fear no darkness. Our ally is under attack. We will ride this day. Move out! This way! This will be a day to remember. Muster the Rohirrim. I will fight for our people. I will fight for our people. Let this be the hour. I have returned now as king of the Our Riddimal. ally is under attack. Courage! Courage for our friends! This way! I will go with you to the end. I fear neither death nor pain. This is our time. Prepare yourselves. Where is Rohan when they are needed most? You must not linger. I am over here. Can I have some bacon? Riders of Rohan. We will ride this day. Follow me. Our ally is Follow under attack. me. We will need our spears. Rohan must Let not this fail. be the hour. Move out! Muster the Rohirrim. This will be a day to Rohan must remember. not fail. I have returned now as king of the Riddimal. Our We will ally is ride under this attack. day. I fear neither death nor pain. Quickly! Forth and fear no darkness. This will be a day to remember. I have returned now as king of the Riddimal. We will ride We this must day. fight for the ones we love. Run them to the ground. Courage! Courage for our friends! Quickly! I will fight for our people. Move out! Will not let our people fail. It may be time to use our Riders feet. of Rohan. Rohan must not fail. Come on, riders. We must fight for the ones we Let love. this be the hour. Courage! Courage for our friends! This way! Quickly! Move out! This way! I will fight for our people. Move out! I will fight for our people. This way! Muster the Rohirrim. Stay sharp. Riders of I fear Rohan. neither death nor pain. Forth and fear no darkness. Follow me. This will be a day to Our remember. ally is under attack. We will There ride is always this day. hope. I stand ready. This is our time. Stay close. Feel You the shall blade find of that my energy. signs matters not. This way! Our If I ally can't be under up close, attack. this will do. I stand ready. Hurry up! Well, if I can't be up close, this will do. I stand ready. Hurry up! This way! Well, if I can't be up close, this will do. This way! I stand ready. Hurry up! I stand ready. Well, if I can't be up close, this will do. Hurry up! This way! Hurry up! Well, if I can't be up close, this will do. I stand ready. This way! Hurry up! Inventory is full. Well, if I can't be up close, this will do. This way! I stand ready. Well, if I can't be up close, this will do. I stand ready. Hurry up! I know these lands. Can I have some Let this bacon? be I the will hour. not let our Oh, people this is fail. more like it. This I way! will go with you This to the is for end. the Muster Shire. the Rohirrim. Follow me! I have returned now as king of the Riddimal. There is always Our hope. ally is on. Oh, this is more like it. This way! I stand ready. Well, if I can't be up close, this will do. This one's mine!
What are we waiting for? Hurry up! This way! I stand Our ready. ally is under attack. Well, if I can't be up close, this will do. Hurry up! There is always hope. This road is safe. This is our Well, if I time. can't be up close, this will do. I know these lands. We must not linger. I will not I let our people stand fail. ready. I will go with you to the end. I know these lands. I am over here. I will go with you to the end. Follow me! Forth and fear no darkness. You shall find that my signs Will not matters let our not. people fail. Fear the blade of Elendil! Prepare yourselves! Be gone! It's growing dangerous. The enemy has I'm now a grown little far. busy right now. Hurry up! I need to fight. This way! Hurry up! This one's It's mine! growing dangerous. There is always hope. War is upon We us! must not linger. This is for the Shire! Riders of Rohan! I'm a little busy right now. Riders of Rohan! You shall find that my size matters not. This is our time. Quickly! I am over here. You have my bow. Let this be the hour. Our ally is This will be a day to remember. I know these lands. Stay close. This road is safe. Be ready. Oh, this is more like it. This is our time. You shall find that my size matters fear no not. Maybe time to darkness. use our feet! Quickly! I will go with you to the end. We must not linger. I will not let our people fail. Stand! Muster the Men of the Rohirrim! rest! I'm a little Can I have busy some right bacon? now. There is always hope. Well, if I can't be up close, this will do. Courage! Courage for our friends! Follow me! It may be time to use our feet. Let this Our be the ally is hour. under attack. This is for the Shire. Follow me! I know these lands. Can I have some bacon? Breakfast would brighten you up. Breakfast would brighten you up. We are warriors of the Shire. Show them no mercy. Rohan must not fail. Quickly! We'll need our Muster the Rohirrim! Can I have some bacon? This is our time. Show them no mercy. Forth and fear no darkness. Follow Curse me! you, Theoden. The blood of This Rohan is is for the on your always hands. hope. Shire. It may be time to We will use our not let feet. our people fail. We must fight for the ones we love. We'll protect you. It may be time to use our Riders feet. of Rohan! I fear neither death nor pain. I will fight for our people. Move out! I will go with This you way. to the end. I see Hurry the up. darkness! Riders of the Mark! Now is the hour! We must fight for the ones we love. Charge! Quickly! Keep these lands safe! We must defend our country! Prepare Can I yourself. have some bacon? There is always This hope. way. I stand ready.
Our ally is under attack. This is for the Shire. Ride! Rohan must not fail. I know these lands. You have my bow. They will not get past me. The enemy has now grown far. Fly, Shadowcat! Follow me! Courage! Courage for our friends! Can I have some Will bacon? not let our people fail. Keep these lands safe! Quickly! Our ally Leave is none under standing! attack. Now is the hour! Prepare yourself! Oh, this is more like it. time! Fear the blade of Elendil! Come on, It may be The time land to has use grown our feet. dangerous. This road is safe. This Be is for ready. the Shire. You have my bow. They will not get will past go me. with I you to fear the neither end. death nor pain. This way! Oh, this is more like it. Well, if I can't be up close, this will do. This is our time! Bring me my horse! I will go with you to the end. Leave none standing! I know these lands. There is always hope. Follow me! I'm over here! We must not linger. Quickly! It may be time to use our feet. Can I have some The bacon? land has grown Send them no dangerous. mercy! I fear neither death nor pain. This road is safe. Courage! Courage We for must our not linger. friends! I'm a little busy right now! I am over here. This road is safe. You shall find that my size matters not. I stand ready. I will not let our people fail. I know these lands. There is always hope. This is our time. I will not let our people fail. need our spears. I will go Follow with you me! to the end. Fly, Shadowcat! The land has grown This is for the dangerous. Shire. I will go with you to the end. We must not linger. protect you. This is our time. I know these lands. I will not let our Rohan must people not fail. fail. We must fight for the ones we love. I must complete my task. Stand ready! There is always hope. I know these lands. Stay sharp! I will go with you to the end. There is always Tell hope. me again why I came this way. We must not linger. Get rid of the evil! This way! Move out! We must defend our country. Quickly! Fly, Shadowcat! It may be time to We use will our not let our people fail. Over here. You shall find that my size matters not. End of the Riddermark. I'm a little busy right now! Send them no mercy! Need our spears. I am over here. We must not This linger. is our time. Prepare yourself! Quickly! Riders of the Mark. Now is the hour. Leave none standing. Get rid of this evil! We must fight for the ones we I love. know these lands. Prepare yourselves! Oh, this is more like it. Well, if I can't be up close, this will do. Courage! Courage I for will our go with friends! you to the end. I'm over here! This is our time. Stand! Men of the West! Stay close! Stay close! We are warriors of the Shire! Be on guard! Keep these lands safe! Quickly! This is for the Shire! We will not let our people fail. Can I have There is some always bacon? hope. I will fight for our people. We must defend our country. Fear the blade of Elendil. Stand ready. Tell me again why I came? You shall find that my size matters This not. is our time. Hurry up! There is always hope. Quickly! Prepare yourself! I know these lands. Stand! Men of the West! We must not linger. Breakfast would brighten you up.
Oh, this is more like I it. will go with you to the end. Show them their mercy. We must not linger. I must complete my task. Ride! Now is the hour! Rohan must not fail. This way! I will fight for our people. I will not let our people fail. Bring me my horse! I will not let our I'm a people little fail. busy right now. I know these lands. Run them to the ground. Follow me! Prepare yourself. I will go with you to the end. Show them their mercy. There is always I'm a hope. little busy This is right our now. time. Tell me again why I'm here. I stand. Have my bow. I will go with you to the end. Stay close! War is upon us! I fear neither death nor pain. I must complete my We task. must fight for the ones we love. Move out! Quickly! This way! Quickly! This road is safe. This is for the Shire! I'm over here! Very dangerous. They will not get past me. Men of the Riddermark! Quickly! Prepare yourself. You must get quickly. Men of the Riddermark! Oh, this is more like it. Move out! Men of the Mark! There is always hope. Keep these lands safe! It may be taken this way! I fear neither death nor pain. I will fight for our Show people. them their mercy. Show them their mercy. This way. I know these lands. Prepare yourself. Rise! Leave none standing! We are Not let our warriors people of fail. Fight for our friends. This is our time. I have some Rohan bacon. must not fail. Rise, Shadowhack. I will go with you to the end. There is always hope.